on a eu beaucoup de difficultés dans les entreprises qui ne sont pas organisées, c'est-à-dire où il n'y a pas de délégué, où il n'y a pas de CPPT. Là, j'ai dû malheureusement, dans certains cas, demander à la police d'intervenir ou le ministère de l'Emploi et du Travail. Ben, je suis le secrétaire des métallos FGTB de Verviers, communauté germanophone. Je m'occupe aussi de toute la province du Luxembourg et je suis premier secrétaire de la fédération Liège-Luxembourg. Au niveau de mon parcours, j'ai d'abord un parcours de militant et puis je me suis engagé au sein de l'entreprise dont je proviens, Brunswick Marine, Mercury, aux élections de 2000 où j'ai été élu directement et où on a dû reconstituer une équipe forte parce qu'elle était défaillante au niveau de la FGTB dans cette entreprise avec deux amis. Et on a pu reconstituer une équipe forte, mais surtout soudée, proactive. Et on a eu assez rapidement de très bons résultats. Et donc j'avais été remarqué, on va dire, par l'ancien secrétaire. Il y avait une place à mi-temps qui se faisait à la centrale. Il y a encore eu deux candidats. Il y a eu Christian Jacquemin, qui est maintenant notre président à la régionale, et moi-même. Et au final, je vais dire, j'ai eu cette chance d'être pris au métal à mi-temps. Et donc j'ai continué dans l'entreprise et à la FGTB. Et puis en 2010, lors du départ à la retraite de Marcel Bartholomy, grande figure syndicale de la région de Verviers, ce sont les délégués qui ont voté. Ce sont les délégués qui m'ont mis en place et donc qui peuvent me reprendre mon mandat quand ils le désirent d'ailleurs. Le contexte pour le secteur était assez difficile puisque ce sont parfois des métiers qui ne sont pas des métiers d'avenir. Plusieurs multinationales nous ont fait faux bond ici dans la région pour aller vers des pays à bas coût avec d'autres politiques industrielles. Et donc les grosses boîtes disparaissent de plus en plus, on pourrait le dire comme ça. Et l'organisation syndicale a du mal à rentrer dans les petites entreprises, qui est pourtant l'endroit où il y a le plus d'emplois dans notre région et d'emplois qui peut rester. Et donc si on veut aider les travailleurs, c'est en rentrant dans ces petites boîtes. Alors le contexte avant la crise, on pensait aux élections sociales, mais les élections sociales, de nouveau, ne concernent que quelques travailleurs sur l'arrondissement. La plupart ne sont pas défendus par des délégués syndicaux, n'ont pas cette chance d'avoir des représentants en CPPT ou en CE. Et donc l'accent était mis très largement sur les élections sociales, mais également comment rencontrer les besoins des travailleurs, on va dire, individuels dans des petites firmes pour lesquels les conditions de travail et de sécurité sont parfois plus compliquées. D'un point de vue personnel, j'ai d'abord une fille qui est infirmière aux soins intensifs à la Citadelle dans un secteur Covid. Et c'est à peu près la seule personne qu'on voyait. Et malheureusement, début décembre, elle a été testée positive et nous également. Et donc, on a eu cette grande chance de pouvoir rester tous à la maison sans avoir plus de complications que ça, pardon. Mais ça fait quand même très peur. C'est assez terrifiant comme maladie parce qu'au moment où vous êtes détecté positif, vous savez qu'il y a des gens qui étaient en pleine santé et qui malheureusement sont décédés. Et donc c'est un peu une loterie. Et donc je dois avouer que quand on a reçu les tests, on n'était pas à l'aise du tout. On avait aussi peur pour les gens parfois qu'on nous rencontre même quelques minutes en se disant on a peut-être amené de la peine quelque part. Et donc c'est vraiment au point de vue personnel quelque chose de tracassant, je vais le dire comme ça. Et pour ma fille, elle est en première ligne, et donc on sait que tous les jours, elle côtoie des gens qui sont gravement malades, et ça fait très peur pour ses enfants. Mais je dirais le retour du terrain des délégués et des travailleurs, c'est vraiment en deux temps. Au début de la crise, personne ne savait à quoi s'attendre, ne savait que faire, et on a eu beaucoup de difficultés dans les entreprises qui ne sont pas organisées, c'est-à-dire où il n'y a pas de délégué, où il n'y a pas de CPPT. Là, j'ai dû malheureusement, dans certains cas, demander à la police d'intervenir ou le ministère de l'Emploi et du Travail. Dans les entreprises structurées, nous avons évidemment pris les contacts nécessaires avec nos délégations en respectant évidemment le confinement et ce genre de choses. Donc il a fallu repenser la tactique, on va le dire comme ça. Mais au sein des CPPT, ça a été relativement bien fait. Je dirais aussi que la plupart des employeurs ont joué le jeu, puisque à terme, si ils avaient un problème dans leur entreprise, c'est aussi leur productivité qui tombait. Donc
la plupart l'ont compris. Dans certaines petites boîtes, ça a été plus compliqué, plus tendu. Mais ici, on parle vraiment d'une question de sécurité totale pour les travailleurs. Donc, il aurait été inacceptable que l'organisation syndicale ne soit pas à la hauteur des attentes des travailleurs. Ben, indépendamment, ce qui change pour le travailleur, il y a évidemment le côté peur pour la maladie, mais les conséquences économiques qu'il va y avoir. Tout le monde ici est comme de juste, on ne laisse aucun travailleur, y compris les indépendants, sur le bord du chemin, mais à un moment donné, la facture, il va falloir l'assumer. On connaît les recettes de la droite et de la FEB. Ce ne sera pas encore sur le dos des travailleurs qu'il faut faire ça, bien entendu, selon nous. Les conséquences pourraient être aussi en fonction des secteurs. Moi, j'ai des entreprises dans le secteur de l'aéronautique, et là, on sait très bien que ça va être compliqué pendant des années. Il y a des entreprises qui vont profiter de la crise du Covid pour faire un nettoyage ou récupérer au travers d'une restructuration les bénéfices qu'ils n'auraient pas eu les années précédentes. Malgré le Covid, il y a des entreprises qui restructurent pour le moment avec des bénéfices sur l'année 2020. J'attends pour l'après-Covid, justement, d'un côté, en termes d'espoir, une organisation syndicale plus forte qu'actuellement, qui rencontrerait enfin les souhaits des travailleurs, puisque ça fait quand même quelques années que certains essayent de se battre et d'autres ne se battent pas. Moi, je n'ai pas un problème quand on perd un combat, j'ai un problème si on ne le tente pas. Et donc, bien entendu, ça a des situations compliquées, bien entendu, des secteurs sont plus en danger que d'autres, mais je suis certain que depuis 10 ans, l'organisation syndicale n'a pas fait tout ce qu'elle devait, et c'est pas force de le crier ici à Verviers ou dans certaines centrales. Ce que j'attends aussi, c'est une catastrophe économique dans pas mal de boîtes, et par effet domino, évidemment le financement de la sécurité sociale, et évidemment le financement des secteurs publics, qui parfois sont financés au travers de l'impôt et ainsi de suite. Donc si les travailleurs ont perdu leur emploi, ils payent moins d'impôts, donc forcément tout ça va avoir une suite logique entre guillemets. Mais par contre, j'attendrai enfin d'un gouvernement et de l'Europe. On a voulu faire une Europe pour éviter les guerres, ça c'est la grande réussite de l'Europe, mais l'Europe sociale, elle n'est pas encore là. Alors il va évidemment falloir permettre que ces États ne fassent pas peser sur une seule génération ou sur les 5 ans qui viennent toute la dette qui aurait été accumulée ici. Donc il va falloir pouvoir peut-être permettre un endettement à long terme que tous les pays prendraient et repenser un peu notre société, puisque notre société, la création de richesse, c'est simplement pour que les gens vivent mieux. Ce n'est pas un but en soi de créer de la richesse et d'en renflouer des actionnaires. Ben, c'est relativement catastrophique parce que pour cette AIP, comme à chaque fois d'abord on fait du chantage sur l'enveloppe au bien-être, donc les plus faibles, hein, nos pensionnés, nos malades, nos chômeurs et ainsi de suite. Avant il y avait un gouvernement de droite qui laissait faire la FEB, ici ce gouvernement n'est plus tout à fait uniquement de droite, et donc à un moment donné il faudrait peut-être rappeler les règles en la matière. Et puis surtout, un AIP à 0,4%, c'est une injure pour le monde du travail, je pense, parce que 0,4% d'un salaire moyen, c'est 12 euros bruts par mois. Si l'économie a encore tourné pendant ces mois difficiles, on le doit aux travailleurs. Il y a des secteurs, prenons les secteurs pharmaceutiques, il y a évidemment des secteurs qui vont énormément gagner d'argent sur le dos de la crise, et les travailleurs n'en seraient pas récompensés. Je rappelle aussi que les augmentations de salaire, c'est aussi le financement de la sécurité sociale et des services publics. Et donc à un moment donné, on doit revenir à quelque chose. Il y a une grosse dizaine d'années, on avait encore refusé un accord à 4,3%, je pense que c'était en 2006 si ma mémoire est bonne. Ici 0,4%, je me répète, c'est une injure. Alors il nous faut un AIP parce que c'est un accord de solidarité pour les plus faibles et pour les gens qui ne sont pas représentés dans les entreprises au travers d'une délégation syndicale. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra donner un mot d'ordre à tous nos délégués d'aller négocier dans leurs entreprises s'ils ne veulent pas d'un AIP et qu'on casse du patronat. Je pense que c'est le seul moyen pour arriver à un résultat maintenant.